Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'expertise. Sur Public Sénat, c'est une émission très particulière que nous vous proposons ce soir à la hauteur de l'émotion ressentie hier quand nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Elkabbach. Il avait créé Public Sénat, c'était en avril 2000. Il en était resté président pendant 9 ans. Il était aussi, pendant plus de 15 ans, le présentateur de la mythique émission Bibliothèque Médicis. Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Cet entretien du 12 septembre 1994 est entré dans l'histoire de la Ve République. Et il a lui-même une longue histoire. Jean-Pierre Elkabbach, passeur de culture, mais aussi et surtout grand intervieweur politique des présidents de la République aux ministres. Tous se souviennent du stress qu'il ressentait face à lui. L'interview avec lui, c'était un match, un combat. Il avait fouillé le sujet, il connaissait l'interlocuteur, mais il connaissait également toutes les questions. Rien ne lui échappait. La politique, la France, l'international, qui est très bon connaisseur, il était à peu près omniscient. L'intervieweur, le patron de médias, l'homme qui murmurait à l'oreille des présidents. On va rendre hommage à Jean-Pierre Elkabbach dans une minute, dans toute une première partie d'émission. Et puis tout à l'heure, notre débat de société sera consacré à la chute du bio, la crise du bio, les ventes chutent dans la grande distribution, également dans les enseignes spécialisées. Le bio trop cher en période d'inflation longue durée, le bio mal identifié par les consommateurs, perdu dans le maquis des labels. Le constat et les solutions. Ce sera dans 1 heure, puisque c'est une édition spéciale de ce Sens Public que je vous propose depuis hier. Les hommages du monde médiatique et politique sont rendus à Jean-Pierre Elkabbach et c'est Marion Vigreux qui nous raconte. Pendant plus d'un demi-siècle, son visage et sa voix ont marqué le paysage audiovisuel français. Mais aussi les personnalités politiques qui ont eu affaire à Jean-Pierre Elkabbach. Tous saluent aujourd'hui sa pugnacité lors de ses interviews. Nicolas Sarkozy, alors jeune élu, rappelle avoir tant espéré être invité à son micro, quand Patrick Kanner évoque des interviews en forme d'épreuve. Ce que confirme Bruno Retailleau. Pour nous qui étions interviewés, on ne savait jamais de quel côté la question allait tomber. Il y avait quand même beaucoup de tract. Mais c'était un intervieweur agréable parce qu'il vous faisait aller au-delà un peu de vous-même. Et c'est toujours beaucoup mieux que quand c'est un peu plan-plan. Respecté par ses interlocuteurs, mais aussi par ses pairs, qui saluent sa rigueur, sa curiosité insatiable. Sa patte, c'est une capacité de travail tout à fait étonnante. C'était une pugnacité très remarquable et parfois même surprenant. Jean-Pierre était une star et il voulait être une star. C'est sans doute l'une des premières stars du journalisme français. Michel Cotta a côtoyé Jean-Pierre Elkabbach durant toute sa carrière et cette-ci rejette les accusations de connivence avec les puissants qui ont parfois visé l'ancien journaliste. Il était proche des hommes politiques parce qu'il voulait leur tirer des informations et avec ces informations interroger d'autres et faire fructifier. Donc je trouve que c'était pas un journaliste de rupture, c'était un journaliste qui posait des questions dures, parfois très dures, à des gens, en attendant des réponses, en attendant d'être le premier sur telle ou telle nouvelle. Passionné par son métier, Jean-Pierre Elkabbach était encore à l'antenne à 80 ans passés, ce qui fait d'ailleurs dire au président Emmanuel Macron que c'est un monstre sacré du journalisme français qui s'en est allé. Et on rend hommage à Jean-Pierre Elkabbach sur Public Sénat. Je vous présente mes invités. Frédéric Mitterrand, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ancien ministre de la Culture et de la Communication. Entre autres, Christopher Baldelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général de la chaîne parlementaire Public Sénat. Perrine Tarnaud, bonsoir, la directrice de l'information de Public Sénat. Et Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Éditorialiste politique. On va commencer peut-être par un souvenir personnel pour chacun d'entre vous. Frédéric Mitterrand, spontanément, qu'est-ce qui revient quand vous pensez à Jean-Pierre Elkabbach ? Je ne voudrais pas plomber l'émission, mais d'abord, ma première chose, c'est une pensée personnelle pour Nicole Avril, sa femme, à laquelle il était très attaché, et qui est une écrivaine délicieuse, et pour qui il doit ressentir, peut-être encore plus que nous, le manque d'un homme pareil. Moi, personnellement, je l'ai connu quand je faisais mes émissions historiques de vulgarisation, et j'étais donc, en quelque sorte, assez peu important.
Et en même temps, comme il était cultivé et qu'il sentait que je travaillais beaucoup sur ses émissions, il était très aimable et très gentil. Ensuite, j'ai travaillé sous ses ordres à France Télévisions et ça a été moins facile. Il pouvait être un peu rugueux. Oui, il pouvait être rugueux et ça se passait moins bien. Et ensuite, pour toutes sortes de raisons. Et ensuite, lorsque je suis venu le voir dans cette même chaîne, à Public Sénat, pour les émissions littéraires, alors là, c'était un enchantement. Parce qu'il lisait les livres. Il lisait les livres, il aimait la littérature, il était extrêmement instruit et cultivé. Et puisqu'il n'y avait plus aucune raison ni de commandement à mon égard, ni de compétition de quelque sorte, il était adorable. Christopher Baldelli, c'était un grand patron de médias. Il y a plein de qualificatifs qui viennent, mais voilà, pour vous, c'est peut-être celui-là qui ressort en premier. Bien sûr, mais en le voyant avec cette écharpe, qui était une de ses images et marques de fabrique, vous un petit souvenir personnel. Le ministre de la Culture de l'époque, qui était président de France Télévisions, réunit quelques personnes, dont lui, pour faire un grand point sur la télévision publique, etc. Et je me souviens, il s'était installé un peu au fond de la salle. Il est passé toute une partie de la réunion avec l'écharpe devant son visage. Et en fait, il était au téléphone. Et en fait, je pense qu'il y avait aussi de ça dans Jean-Pierre Elkabbach, c'est-à-dire une certaine liberté, le fait d'être toujours sur la balle, toujours en train de faire quelque chose. Et finalement, son rapport avec les puissants qui était plus ambigu que ce qu'on pense. Ça pouvait donner beaucoup d'interprétations. Perrine Tarnaud, on va remonter au souvenir de la création de Public Sénat. Qu'est-ce qui vous revient quand la chaîne démarre? C'est lui le patron, le fondateur de la chaîne. Il y a quoi? Il y a une énergie? C'est quoi le mot qui vous revient? Il y a une énergie formidable, un enthousiasme fou. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il se battait pour créer cette chaîne parlementaire. Il avait fallu convaincre les parlementaires qui n'avaient pas forcément envie de faire rentrer les caméras, surtout ici au Sénat, où c'était une institution encore très fermée. Et donc, il s'est battu pendant une dizaine d'années pour que cette chaîne émerge. Et puis après, il avait vraiment beaucoup d'ambition pour Public Sénat, pour la chaîne parlementaire. Il avait été voir aux États-Unis et au Canada, il existait là-bas déjà des chaînes parlementaires, donc il avait fait plusieurs voyages aux États-Unis pour examiner un peu ce modèle de chaîne parlementaire. Et il voulait faire la même chose, créer la même chose en France, ouvrir les institutions, faire de la pédagogie sur le bicamérisme. Et ça avait été important pour lui aussi de donner autant de place au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est ce qu'avait consacré la loi de 1999 qui a créé la chaîne, c'est de donner autant de place aux sénateurs qu'aux députés. Mathieu Croissando, évidemment, 60 ans de carrière, c'était l'un des plus grands connaisseurs de notre vie politique, tout simplement. Vous avez bossé avec lui aussi en direct. Oui, c'était un énorme bosseur. Moi, ce qui me revient, c'est, en première image, on parlera de la technique de l'interview tout à l'heure, mais c'est le côté artisanal. Moi, j'ai eu la chance de faire des interviews le dimanche avec lui de personnalité politique pendant 2 ans. C'était un partenariat. Et à chaque fois, moi je travaillais au Parisien, voilà, et lui il travaillait à Europe 1. Et à chaque fois que j'entrais dans son bureau le dimanche matin, c'était un amas de fiches, des stabilos absolument partout, donc des fiches imprimées mais sur lesquelles il avait tout rayé, tout réécrit. Et c'était un artisan. Enfin, il y avait quelque chose du travail de l'écrivain, du metteur en scène, on en parlera. Mais voilà, c'était une petite PME à lui tout seul, avec sa fidèle assistante qui répondait à toutes ses questions. Il était là avec sa doudoune, hiver comme été, une petite doudoune qu'il mettait sous sa veste, hein, c'était très chic. Il y a le côté frileux quand même. Ouais, ouais. et voilà, et c'était vraiment de l'artisanat. Ouais. Et je garde cette image-là. À côté de ça, évidemment, c'est le personnage qu'on a décrit, ce monstre du journalisme politique qui a interviewé 8 présidents de la République, qui a interviewé à peu près tout le personnel politique, qui avait ses chouchous, qui avait les gens qu'il n'aimait pas, et ça se sentait quand même très très vite, parce qu'on côtoyait les politiques à chaque fois avant l'interview, donc ça se sentait dans le regard. Mais il avait toujours sous son sourcil broussailleux le regard qui s'allumait avec une volonté de faire un coup, ou de faire des coups à chaque fois. Ça, il y avait un côté un peu gamin par moment, mais qui était très agréable. On y reviendra sur ses qualités d'intervieweur politique. On reste sur la création de Public Sénat, et c'est Gérard Larcher qui s'en souvient. Vous êtes allé l'interviewer tout à l'heure. Perrine, on est donc le 25 avril 2000. Je voudrais rendre hommage au créateur de Public Sénat. Loi de 1999, le printemps 2000, Public Sénat, premières émissions, et
allant au-delà tout simplement de rendre compte de l'activité parlementaire, il est un président de Public Sénat qui veut aussi faire partager aux Français ce qu'est le rôle du Parlement, et notamment du Sénat. Sénat beaucoup plus méconnu à l'époque, et dont le rôle est essentiel dans la fabrication de la loi. Et je dois dire que, quelque part, il a rendu service à la démocratie, et à la démocratie parlementaire. Il l'a fait en bousculant parfois les codes, y compris dans une maison qui a des codes. Et je dois dire que, quelque part, je veux le remercier d'avoir bouleversé un certain nombre de codes. C'était pas évident, effectivement, au départ, la création de la chaîne. Il a démarré comme, oui, précis dans le scepticisme général. Moi, j'étais au bureau. Je pensais que c'était important parce que je bouillais d'impatience. Je bouille toujours aujourd'hui. Alors, vous voyez, 24 ans avant, comment on pouvait être. Et puis, il a fait une extraordinaire émission quand même, qui était Bibliothèque Médicis, où il a accueilli des hommes et des femmes dans cette extraordinaire bibliothèque du Sénat, où il nous a appelés à nous élever, et il a contribué aussi à nous élever les uns les autres. Mais il a vraiment rendu service à la démocratie parlementaire. Voilà vraiment le message, et j'aurai l'occasion en séance de l'exprimer tout à l'heure. On reste sur le grand patron de médias. Évidemment, il y a eu Public Sénat, il y a eu France Télévisions, Christopher Baldelli, il y a eu Europe 1. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce sens de diriger, finalement? Oui, alors c'est vrai que pour le grand public, et on l'a vu dans tous les hommages qui sont rendus, on parle beaucoup plus du journaliste, du grand journaliste, du grand intervieweur politique, mais Jean-Pierre a aussi eu parallèlement, effectivement, vous l'avez dit, une carrière de grand dirigeant de médias. Il a été le président de France Télévisions. Il a été celui de Public Sénat durant presque 10 ans, et puis il a été celui d'Europe 1. Mais ce qui me frappait, c'est que moi, je l'ai toujours fréquenté, soit durant ces périodes où il était dirigeant, moi-même comme dirigeant. Et en fait, soit vous travailliez avec lui, soit vous étiez son concurrent d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon. Oui. Et ce qui m'a toujours frappé chez le dirigeant, ce qui faisait à la fois ses qualités et parfois, il faut le dire, ses défauts, tout homme est humain, c'est qu'il avait au fond un peu les mêmes qualités que comme journaliste. C'est-à-dire énormément d'énergie, de volonté de faire différent, etc. Et je vais vous donner une anecdote. Quand il dirigeait France Télévisions, à un moment donné, il était parti sur le projet, c'était le début de la télévision par satellite, de faire également un bouquet satellitaire payant. Et je lui avais dit, mais Jean-Pierre, vous avez déjà France Télévisions, vous n'allez pas encore en plus faire Canal+, les deux en même temps. Et c'était assez révélateur de ce qui était le fameux Ozon qui a été ensuite caricaturé par les Guignols. Mais c'était quand même sa démarche de dirigeant. Et un dirigeant qui ose, qui entreprend, évidemment, ça ne marche pas toujours. Il en a fait les frais un certain nombre de cas, mais dans l'autre sens, ça apporte quelque chose. Et sur Public Sénat, par exemple, sur France Télévisions, évidemment, mais sur Public Sénat, je crois que c'est son audace, le président Larcher le rappelait, qui a fait que cette chaîne est bien née et que tout de suite, elle s'est imposée. C'était pas facile dans une institution à l'origine comme le Sénat. Il périne des coups, des premières, il y avait un côté pionnier, quoi. Exactement. Comme on n'avait pas du tout d'argent, surtout au départ, on n'est toujours pas très très riche sur Public Sénat, mais quand même, au départ, on n'avait pas du tout d'argent. Et c'est vrai qu'il fallait donc du coup entreprendre, oser, innover, il fallait avoir de l'audace, quoi. Et donc il a eu effectivement comme ça du flair pour faire des premières. On a été la première chaîne à diffuser en intégralité les congrès des partis politiques. À l'époque, ça n'existait pas. Puis après, les chaînes d'infos en continu ont été créées et se sont engouffrées dans la brèche. Mais donc on a été les premiers à montrer comment tous les caciques du PS se bataillaient entre eux. On a été également les premiers à diffuser en direct et en intégralité une primaire d'un parti politique. C'était celle du Parti Socialiste qui opposait à l'époque Ségolène Royal, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn en 2006, donc avant la présidentielle de 2007. Donc il y a eu comme ça un certain nombre de coups parce qu'on avait du temps, d'antenne, on n'avait pas de publicité, on n'avait pas d'achat de programmes lourds à diffuser. Et donc, on a pu, comme ça, inventer un certain nombre de choses. Mathieu Croissando, retour aux souvenirs d'interviews communes. Est-ce que c'était évident de lui imposer des thèmes à Jean-Pierre Elkabbach? Comment ça se préparait? Vous étiez chez lui. C'était son interview et les politiques étaient chez lui aussi. C'est-à-dire que Jean-Pierre avait cette
cette incroyable capacité à s'imposer. Déjà, il était imposant, on avait du respect pour son parcours, mais on était chez lui. Alors moi, il me testait toujours, j'arrivais, il me disait « Croissant d'eau, c'est quoi la première question ?» Alors je dis je proposais un thème, il disait « non, n'importe quoi. » Voilà. Et puis il a fait ça 2-3 fois, puis à un moment, j'ai dit « on va arrêter Jean-Pierre le bizutage, parce que il va plutôt me dire la première question, on va en parler, voilà, puisque tu as choisi. » Parce que tout était préparé, tout était scénarisé. Ouais. Un mot de... Oui, allez-y. Deux observations. La première, c'est que on a entendu là qu'il lui arrivait d'être rude. Ouais. Il était rude. Mais c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à un homme politique que d'être rude. À partir de ce moment-là, un interview mou, gentil, etc., n'en sait rien. Un interview rude, ça permet à un homme politique de se définir plus fortement. Et les hommes politiques qui ne l'aimaient pas n'étaient souvent pas de très grande qualité. Ceux de très grande qualité appréciaient. Et même Georges Marchais, dont on sait à quel point il était en quelque sorte un partenaire, en fait, il estimait El Kabach. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi, j'aime pas du tout l'info-spectacle, c'est-à-dire l'Ukraine de chansons, une animatrice, l'Irak de chansons, une animatrice, et un type qui fait rigoler entre-temps. En revanche, avec Jean-Pierre El Kabach, il y a eu la création en France d'un journaliste qui installait le spectacle du dialogue avec sa dureté, avec ses conflits, avec ses difficultés. Alors, il y avait peut-être quelque part une sorte de souvenir de Larry King, qui a fait ça aux États-Unis pendant des années d'une manière très très brillante, mais c'était beaucoup mieux que Larry King, parce qu'il était infiniment plus cultivé que l'était Larry King. Alors la scénarisation des interviews, ça on va en dire un mot, je vous redonne la parole juste après Perrine Tarnaud, mais il y a tellement d'hommages, de témoignages qu'on a pu recueillir dans cette journée que je voudrais essayer de tous les partager avec vous. Tiens, celui d'un autre grand patron de médias, Philippe Labro, l'un de vos prédécesseurs à la tête de RTL. Alors lui, on va remonter là aussi dans le temps, il se souvient du tout jeune Jean-Pierre El Kabach. Il l'avait eu sous ses ordres à Radio France pendant la guerre d'Algérie. Philippe Labro. Pendant la guerre d'Algérie, moi j'avais été détaché de l'armée à Alger pour diriger la rédaction de l'antenne de Radio France et de la télé, parce qu'il n'y avait plus personne, donc on allait chercher les gens qui avaient déjà un peu un métier dans les casernes pour qu'ils exercent ce métier. Et donc j'avais, sous ma direction, j'avais à peine 24 ans, toutes sortes de correspondants, dont l'un d'entre eux était à Oran et qui s'appelait El Kabach. J'ai toujours le souvenir, je l'ai gardé sur mon agenda, un jour j'avais écrit El Kabach, point d'exclamation. Et ça voulait dire que déjà à l'époque, il se distinguait des autres, qui étaient d'ailleurs un peu compliqués parfois à traiter et à gérer. Mais pour moi, c'est ça, c'est le point d'exclamation, Jean-Pierre. Point d'exclamation, Jean-Pierre. Il a donc découvert sa passion pour le journalisme en 1960. C'était lors d'un stage à Radio Alger, point de départ d'une impressionnante carrière longue de plus de 60 ans. Fabien Recker. Une histoire de la télévision française à lui tout seul. Homme de radio, dirigeant de médias, intervieweur politique, Jean-Pierre El Kabach se décrivait d'abord comme un journaliste. Un journaliste précis, provocateur quand il le faut, quand on interroge ou on rencontre des gens qui parlent partout. Les grands dirigeants internationaux, ce boulimique de travail les aura tous interrogés au fil de sa carrière. Né à Oran en 1937, il quitte l'Algérie son bac en poche et fait ses débuts dans le journalisme en 1961. Dans les années 70, l'émission Cartes sur table renouvelle le genre de l'interview politique, avec Georges Marchais ou Jacques Chirac, des passes d'armes restés célèbres. Ne soyez pas désobligeant, monsieur El Kabach, c'est tout à fait inutile. Monsieur Chirac, pas de problème. Pas du tout désobligeant. Restons calmes, monsieur Chirac. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. Évincé du service public après l'élection de François Mitterrand, il affirme avoir été viré à la demande du pouvoir. François Mitterrand lui accordera pourtant son ultime interview en 1994. Dans quel cas vous diriez, monsieur le Président, monsieur Mitterrand, où vous direz « j'arrête, je pars, je ne peux pas continuer ». Je dirais si la souffrance est telle qu'elle pèse sur moi au point que je ferai passer l'examen de mon sort avant celui des devoirs d'État.
Éphémère président de France Télévisions au milieu des années 90, Jean-Pierre Elkabbach se consacre ensuite à la création d'une chaîne d'un genre nouveau. 3, 2, 1. En l'an 2000, Public Sénat voit le jour, l'aboutissement d'une longue bataille pour faire tomber les réticences des sénateurs à laisser entrer les caméras au Palais du Luxembourg. C'est un instrument formidable de travail pour toute la presse, un outil démocratique pour les institutions, pour rapprocher le citoyen de ses élus, des politiques, et donner une autre image du politique. Sur la chaîne, dont il restera président jusqu'en 2009, ce passionné de littérature anime une émission littéraire à sa mesure, Bibliothèque Médicis, dont il conserve les rênes au-delà de son mandat jusqu'en 2017. Pilier d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach poursuit son activité d'intervieweur politique jusqu'à l'âge de 85 ans. Tyrannique selon certains, critiqué pour sa proximité supposée avec Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Elkabbach aura passé 6 décennies derrière le micro. Une longévité record pour cet infatigable du journalisme politique. Allez, on va parler de sa technique d'interview politique. Perrine Tarnaud, c'est quoi le conseil que vous avez retenu ? La première question peut-être ? Je pense qu'on a tous reçu à peu près le même conseil, c'est effectivement l'accroche, la première question toujours très importante, et puis surtout faire des questions courtes, Thomas. Ça, vraiment, ne pas... Lui, il avait le droit, il avait le choix de faire parfois des digressions, mais vraiment, il fallait faire des questions courtes. Ça, c'était le conseil majeur. Et puis bosser, préparer. Voilà, il y avait vraiment tout un système de préparation en amont, il ne fallait jamais rien laisser passer. Ouais. Donc il y avait une scénarisation, racontez-nous ça. Oui, parce que c'était un metteur en scène. Il est intéressant l'extrait qu'on a vu de l'émission Carte sur table, vous voyez, avec Alain Duhamel, parce qu'il m'avait raconté, je ne sais plus si c'est Alain Duhamel, qu'ils avaient choisi une toute petite table dans un grand studio pour être à portée de gifle. En gros, pour créer tout de suite une tension avec leur interlocuteur. Et Jean-Pierre, il concevait ses interviews vraiment comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'il y avait l'entrée en scène avec la première question, la fameuse, la seconde question, qui était tout aussi importante, et ces deux questions avaient pour vocation de créer un rapport de force immédiat avec l'invité. C'était un mélange de boxe et d'échecs. Oui, les deux premières questions, vous mettez un coup au foie et un coup du gauche à votre invité. Du coup, voilà. Il est posé, il sait qu'il est chez Jean-Pierre. Et ensuite, on déroulait et on jouait aux échecs, on avançait les pions. Et qu'est-ce que c'était avancer les pions ? C'est-à-dire que, comme tout, quand on prépare une interview, évidemment, on prépare les questions, on dit quel thème on va aborder, comme ci, comme ça. Mais avec Jean-Pierre, on poussait l'exercice à répéter les questions, comment nous allions les formuler, et puis à imaginer la réponse de l'invité. Et on se disait, s'il nous répond ça, on lui dit ça. S'il nous répond ça, on lui dit si. Et donc, tout se déroulait comme ça, comme une incroyable répétition. Et alors ensuite, l'interview ne ressemblait pas forcément à la pièce qui avait été créée, mais il restait de cette trame, des réflexes, un jeu plus ou moins improvisé, mais qui était extraordinairement efficace en termes d'interview. Et d'ailleurs, on retrouvait dans les fiches qu'il préparait pour ses interviews, il séparait toujours la page en deux, et la colonne avec les questions et la colonne avec les réponses possibles. Et donc tout était effectivement scénarisé, c'est ça qui est intéressant. Il imaginait tout ce qui pouvait effectivement être possible. Alors on est en duplex avec André Valigny, ancien ministre, ancien sénateur de l'Isère. Je vais vous donner la parole tout de suite, mais on va revoir une archive ensemble. Mai 2014, vous êtes secrétaire d'État en charge de la réforme territoriale. La première question que vous pose Jean-Pierre Elkabbach, c'est ça. Et tu vois le crochet. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. André Valigny, comment on se remet d'une telle entrée en matière sur le ring de boxe ? Il faut se remettre très vite debout, parce que c'est vrai que cette première question, comme souvent les premières questions de Jean-Pierre Elkabbach, cette première question m'a totalement décontenancé. Pendant une seconde et demie, je me suis demandé ce qui s'était passé sur un mur, qu'est-ce que j'avais pu dire ou faire, ou ce qui s'était passé dans la nuit qui m'aurait échappé. Enfin, j'étais totalement abasourdi par la question. Et puis ensuite, au bout d'une seconde et demie à peu près, il m'a dit que c'était le mur sur lequel allait se fracasser la réforme territoriale. Mais justement, ça me permet de revenir sur ce que disaient à l'instant Perrine Tarnaud et Mathieu Croissando. Tout était scénarisé, c'est-à-dire qu'il vous appelait la veille, à 22h à peu près, après que Anne-Marie Moreau, sa fidèle assistante, vous ait prévenu à 18h qu'il vous prendrait le lendemain. Vers 22h, il vous appelait et il commençait à scénariser l'interview. On continuait le lendemain matin à 8h moins le quart dans son bureau, parce que l'interview était à 8h20, donc tout était bien préparé, sans connivence aucune. Mais il voulait vraiment qu'il sorte quelque chose de l'interview.
Et ce que disait aussi tout à l'heure Frédéric Mitterrand est très juste, c'est-à-dire qu'il nous disait, si vous dites des choses, si vous sortez de l'eau tiède, personne ne retiendra rien, il n'y aura pas de reprise, il n'y aura pas de dépêche AFP. Donc il nous incitait avec beaucoup d'insistance et de bienveillance à dire des choses assez fortes. Mais c'est assez étonnant ce que vous nous décrivez, parce qu'il y a à la fois beaucoup de préparation et la surprise de la première question. C'est-à-dire que vous saviez que de toute façon, il y aurait une première question un peu coup de poing, quasi impossible à anticiper. Oui, c'est ça, oui, c'est d'où l'anxiété. Hein. La nuit qui précédait les interviews avec El-Kabash, on ne dormait pas très bien. Moi, j'ai fait plusieurs fois Europe 1 à 8h20 avec lui. C'était toujours une épreuve. C'était un moment dont on savait par avance qu'il serait difficile. Mais si on s'en sortait pas trop mal, c'était plutôt positif. Donc, il fallait pas redouter d'y aller. Il fallait y aller. D'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques rêvaient d'être invités par El-Kabash. Hein. Oui, évidemment. C'était excitant. C'était excitant, bien sûr. Vous avez interviewé aussi comme ministre de la Culture et de la Communication. Non, bien avant. Oui. Mon premier interview, quand je faisais des émissions de télévision, je vous dis inoffensives comme ça, c'était avec lui, et j'avais été très très mauvais. Et ça a été une leçon formidable pour moi, parce que, je ne dis pas que je suis devenu meilleur, mais quand même, j'avais à peu près compris le fonctionnement. Je voudrais rajouter une chose, c'était la langue d'El-Kabash. El-Kabash parlait un français magnifique. Et la forme interrogative qui a disparu maintenant, la météo c'est quoi? Non, ça n'existe pas, on ne parle pas comme ça. La forme interrogative, il l'a pratiquée parfaitement. Et le fait de poser des questions brèves ne l'empêchait pas de parler un français formidable. Ce qui, d'une certaine manière, stimulait forcément ses interlocuteurs parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient en face de quelqu'un qui était quand même d'une grande dimension. Et par ailleurs, stimuler le véritable talent populaire de quelqu'un comme Georges Marchais. Oui. Évidemment. Mathieu, il avait en plus cette technique qui n'appartient en fait qu'à lui, je trouve, dans le paysage médiatique. Ça a été parfois imité, mais moins bien. C'est-à-dire qu'il poussait son interlocuteur dans ses retranchements en n'hésitant pas à poser parfois 4, 5 fois la même question. On voit ça beaucoup dans les médias anglo-saxons. Maintenant, voilà. Mais un ministre dit on va faire telle réforme, mais quand? Donc le ministre continue, voilà, mais quand? Quand? Et au bout de la 5e fois, voilà. Et combien? Voilà. Ouais. Vous allez faire des mesures. Combien? Combien? Et donc, au bout d'un moment, il devait sortir quelque chose. Et pour les politiques, c'est vrai que beaucoup le redoutaient parce que c'était pas forcément un bon moment à passer. Mais il faut savoir aussi que c'était un adoubement. Faire El-Kabash, quand vous démarriez en politique, c'était que vous aviez atteint la première division. Avant, vous êtes en Ligue 2. C'est-à-dire que vous ne comptez pas. Puis, à cette époque-là, vous faites El-Kabash. En gros, il y avait deux incontournables dans l'audiovisuel. Il y avait Jean-Pierre, et puis il y a eu l'heure de vérité à un moment, il y a eu Anne Sinclair avec 7 sur 7 à d'autres. Mais c'était des rendez-vous, quand vous étiez politique, vous étiez obligé d'avoir coché ces cases. Vous ne pouviez pas exister sans avoir été d'une certaine façon, adoubé par Jean-Pierre El-Kabash. Et si vous ne réinvitez pas, si vous aviez été trop mauvais, parce que dès qu'il sortait une interview, il disait « Est-ce qu'il y a eu des dépêches ? Est-ce qu'il y a eu des dépêches tout de suite pour savoir s'il y avait eu des reprises ?» Eh bien, vous aviez peu de chances d'être réinvité très très souvent. On peut rajouter Alain Duhamel, évidemment, qui est officier sur RTL. Une dernière question, André Valigny. Est-ce que vous avez reparlé avec lui, après, de ce fameux mur ? Oui, régulièrement. Après, j'ai été à la francophonie et il s'intéressait beaucoup, comme l'a dit Frédéric Mitterrand, à la langue française, à la littérature. Il était très cultivé, Mitterrand l'a dit aussi. Donc je le voyais régulièrement. Puis je l'ai revu encore récemment à la projection du film de Bernard-Henri Lévy sur l'Ukraine. Et il y avait Nicole Avril avec lui. Et Nicole Avril m'a dit, vous savez, j'ai beaucoup disputé Jean-Pierre à cause de la question sur le mur. Il n'a pas été gentil avec vous. Et moi, je dis, mais non, c'est pas grave. Au contraire, El-Kabash a ajouté, mais non, ça l'a fait connaître, au contraire. Ça l'a aidé dans sa carrière. Donc non, on en plaisantait tous les deux, bien sûr. Merci beaucoup André Valigny d'avoir témoigné dans cette émission spéciale, cet hommage à Jean-Pierre El-Kabash. On parlait d'Alain Duhamel, donc, qui a co-animé avec lui cette émission Carte sur table, c'était sur Antenne 2 à l'époque. Alain Duhamel, il parle lui aussi de cette dramaturgie. Écoutons-le. Il était un dramaturge et il se vivait comme tel. Et il préparait ses interviews de cette façon-là. Il avait une manière unique. Je dis pas ça parce qu'il est mort, mais c'était la réalité dès qu'il pénétrait dans un studio et qu'il avait un interlocuteur, brusquement, on avait l'impression qu'on était à la fin d'un opéra de Wagner, que tout allait sauter autour de nous. Et alors en plus, pour tous ceux qui font de la radio, ça dira quelque chose de précis, quand il avait commencé son interview, il ne fallait pas espérer qu'il la termine à l'heure. Il fallait toujours qu'il grappille du temps.
Christopher Baldelli, quand vous étiez patron de RTL, Jean-Pierre Elkabbach était encore l'intervieweur politique d'Europe 1 pendant plusieurs années. Est-ce que ça vous est arrivé d'être jaloux des coups qu'il réussissait ? Oui, bien sûr. Il y avait notamment un coup fameux. Il était parti à Moscou pour avoir une interview exclusive de Vladimir Poutine. Poutine. Non, il avait peut-être aussi fait Khrouchtchev. Mais là, c'était Poutine. Oui. Donc oui, il n'y avait que lui qui savait faire ça. Après, on avait aussi de très bons intervieweurs sur RTL à l'époque, notamment Jean-Michel Apathy, et on a évoqué quelque chose sur le côté à l'américaine qui ne se faisait pas en France, de répéter la question jusqu'au moment où la personne en face soit donnait une réponse, soit n'en donnait pas ce qui était une réponse. Jean-Michel Apathy a aussi beaucoup pratiqué ça, même... Et c'est pas factice, ça, pour vous, Frédéric Mitterrand, le fait de reposer, parce que ça peut être un peu de politique spectacle de faire ça de la part. Mais moi, je ne suis pas un très bon intervieweur. Je suis un intervieweur tendre. J'ai toujours envie de mettre en valeur la personne qui est en face de moi et pas avec des questions rudes. Donc, je suis pas très bon dans ce jeu-là. Quoique, il m'est arrivé quelquefois de savoir me hausser un petit peu. D'être un peu plus Elkabbach. Ce qui est tout à fait extraordinaire, on revient sur l'idée de Larry King tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne lâchait pas. Hein, et ça, c'était génial à voir. Oui, c'était une ténacité qui était incroyable. Mais on parlait de l'interview de Poutine. Il a été au moins 3 fois à Moscou pour essayer de décrocher lui-même, pour essayer de décrocher cette interview. Il avait interviewé effectivement Gorbatchev aussi au moment de la perestroïka. Et il nous avait raconté qu'il avait été dans tous les pays d'Europe de l'Est au moment où le régime communiste s'effondrait pour essayer de tisser des liens, d'aller interviewer chacun des nouveaux responsables qui émergeaient et donc avoir cette fameuse interview de Gorbatchev. Donc il ne lâchait jamais rien, et notamment à l'international, parce que il y avait la politique nationale qui le passionnait, mais la politique internationale l'intéressait également très fortement. Alors, sur cet aspect, sur la politique internationale, justement, je vous propose un autre témoignage, celui d'Emmanuelle Guilcher, qui est aujourd'hui directrice de l'antenne et des programmes de Public Sénat, qui a longtemps travaillé avec Jean-Pierre Elkabbach à Europe 1 ou à France Télévisions. Emmanuelle Guilcher. C'était quelqu'un qui s'intéressait, qui était curieux de tout. Il savait ce que c'était qu'être journaliste. Pour lui, cette définition, c'était être curieux de tout, s'intéresser à la culture, à la littérature, à la société et effectivement à l'actualité internationale. Moi, j'ai commencé à travailler avec lui en 1988 à Europe 1 et c'était cette période qui était très singulière de la fin des pays de l'Est. Donc, on a voyagé, on a rencontré Gorbatchev, Jaruzelski, qui a enlevé ses lunettes pour parler en direct à Jean-Pierre Elkabbach. Il a vu Arafat plusieurs fois, ce qui lui a été d'ailleurs parfois reproché par la communauté juive. C'était quelqu'un qui ne voulait pas se laisser enfermer dans un carcan et finalement, ça lui plaisait beaucoup aussi d'être considéré comme un égal de certains grands écrivains. Il avait cette appétence pour sortir du champ un peu rétréci où on pouvait réduire le journalisme politique. Perrine Tannot, je reste avec vous parce que sur cette ténacité, c'est-à-dire qu'il lâchait pas, quoi. Il pouvait, pour convaincre une personnalité politique ou autre de participer à l'une de ses émissions, ça pouvait durer des semaines ou des mois. Pour aller aux États-Unis, il pouvait effectivement ne pas lâcher une personnalité française pour avoir l'interview. Il avait aussi ce don, donc il avait cette ténacité, mais il avait aussi ce don pour faire émerger des personnalités nouvelles. Donc il était dur dans ses interviews, mais effectivement, il a aussi donné beaucoup de chance à des nouveaux talents, que ce soit des journalistes ou des hommes ou femmes politiques françaises. Je pense par exemple à Ramayad, qui a travaillé ici au Sénat, qui l'a fait connaître, qui après est devenu secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy. Et il est un des premiers à l'avoir découvert et à l'avoir fait émerger sur la scène politique française. Donc pour ça, il avait beaucoup de flair. Christopher Baldelli, parce que vous avez été en concurrence ou vous avez participé à des discussions qui pouvaient regrouper des patrons de médias, est-ce qu'il était dur en affaires, si j'ose dire ? Cette ténacité-là, est-ce qu'on la retrouvait quand il défendait le média dans lequel il c'était surtout beaucoup de volonté. Je dirais que sa principale qualité, aussi comme dirigeant, c'était beaucoup de volonté. Mais la vie d'un homme n'est pas un long fleuve tranquille. Au moment où on parle de la disparition de quelqu'un, surtout de quelqu'un de son talent, qui a occupé la scène durant aussi longtemps, on ne voit que l'or, les lumières, etc. Or, dans la vie, n'est pas toujours aussi talentueux quelqu'un soit-il, la vie n'est pas une comédie. La vie est aussi parfois une tragédie.
Et mon voisin, Frédéric Mitterrand, a sur beaucoup montré des tragédies formidables dans des vies qui, a priori, des vies royales, impériales, qui avaient tout pour être heureuses. Mais si je reviens à Jean-Pierre Elkabbach, il faut aussi se souvenir, et ça faisait partie de l'homme, c'est que comme dirigeant d'entreprise, il a eu des revers très sévères. Il a dû démissionner de France Télévisions. Bon, Public Sénat, ça a été une histoire heureuse pour lui, mais ensuite, à Europe 1, l'histoire a été beaucoup plus courte que ce qu'il pouvait espérer. On reparlera de France Télévisions, mais Europe 1, pourquoi ça a été plus court que ça? Ça, je ne sais pas, il faut demander aux dirigeants de l'époque. Mais Jean-Pierre était depuis tellement longtemps à Europe 1, avait fait tellement de choses à Europe 1 que tout le monde savait que son désir était sans doute à un moment donné de diriger Europe 1. Et quand il a enfin atteint ce Graal, de mémoire, ça n'a pas duré si longtemps que ça, et ça n'a pas non plus été un chemin de rose. Il a rencontré un certain nombre de difficultés. Frédéric Mitterrand. Je voudrais dire une chose, c'est que c'est un homme qui venait d'un brasier. Sa jeunesse en Algérie, la guerre d'Algérie, la mort de son père, la destruction, quand il avait 12 ans, la destruction de tout ce pourquoi il avait été éduqué et fait. Et je pense que, survivant d'un brasier, en quelque sorte, il était dans la vie comme une sorte de pompier. C'est-à-dire qu'il nous disait, là, il faut regarder. Là, il faut regarder. Là, il se passe quelque chose. Et je pense, mais profondément, que c'est une des raisons pour lesquelles il a été tellement exceptionnel, tellement différent des autres, puisqu'il avait, pour utiliser un terme qu'on utilise toujours à tort et à travers, mais il avait un vécu incroyable. Ce qui explique aussi cette résilience, cette capacité à surmonter tous les coups du sort. Chaque fois qu'on disait Elkabbach fini, terminé, on le retrouvait presque immédiatement, soit à l'antenne, soit au micro. Une capacité de résilience ou de rebond. Perrine Tarnaud? Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait effectivement été évidemment très marqué par la mort de son père, un 3 octobre. Comme lui, un 3 octobre. Il est mort lui aussi un 3 octobre, donc le même jour que son père. Et cette coïncidence, je trouve, est extraordinaire. Et c'est vrai, quand il a perdu son père à 12 ans, il est resté chez lui comme une forme d'obsession un petit peu de la mort. C'était vraiment un sujet qui était très fort chez lui, qui l'a beaucoup aussi inspiré dans la conduite de certains de ses entretiens. Je pense à ceux avec François Mitterrand à la fin de sa vie. Cette thématique de la mort était quelque chose de très prégnant chez lui. Le côté résilient de Jean-Pierre Elkabbach, Christopher Baldelli, je voudrais qu'on parle justement de cette période France Télévisions, l'affaire des animateurs-producteurs. C'est comme ça qu'on l'a appelé. On lui reproche d'avoir donné beaucoup trop d'argent aux animateurs-producteurs. Vous l'avez vécu de l'intérieur, cette affaire-là? Oui, effectivement. Il y a eu, disons, le chemin de gloire et ensuite le chemin de Damas. Le chemin de gloire, c'est qu'il arrive, il rêvait de ça. Ils étaient deux, d'ailleurs, grands journalistes. Jean-Marie Cavada aussi, à l'époque, qui rêvait. Et puis c'est lui qui a France Télévisions. France Télévisions, comme aujourd'hui, c'est quelque chose de considérable. Moins de chaînes qu'aujourd'hui, mais des chaînes extrêmement puissantes. Et là, il mène une politique à la Jean-Pierre Elkabbach, osons. Il fait un truc incroyable. En moins d'un an, il réunit les plus grands animateurs, il en pique à TF1, il en découvre d'autres, et qui ont tous une particularité, beaucoup de talent. Jean-Luc Delarue, Arthur, ils l'ont montré depuis, mais qui viennent dans des conditions qui ne sont pas nécessairement les conditions financières qu'on peut avoir sur Sens Public, sur le service public Sénat et sur le service public, qui viennent avec ce que d'aucuns ont appelé des ponts d'or, ce que d'autres ont appelé, de façon un peu excessive, les voleurs de patates. Oui, ce qui est évidemment plus choquant quand on est sur le service public que sur une chaîne privée. Parce que je pense qu'il avait une vraie ambition, il a montré d'ailleurs sa réussite en termes d'audience, en termes d'image, il a redonné une formidable dynamique au service public. Moi, si je peux vous interrompre, je vous redonne la parole pour conclure l'anecdote, mais à l'époque, j'étais à TF1, et c'est la période où l'écart entre le 20h de TF1 et celui de France 2 est le plus serré. Et je peux vous dire qu'à TF1, il y avait de la réflexion, toutes les recettes possibles pour essayer de faire en sorte que le 20h de France 2 ne passe pas devant son TF1. C'est tout à fait exact. Et donc, derrière cette réussite formidable, cette action de dirigeant, c'est la première fois qu'il se retrouvait dirigeant de quelque chose, et il a fait certainement maladresse, imprudence, voilà. Et derrière, il y a eu véritablement, parce qu'il avait commis quelques fautes, il y a eu véritablement, moi je l'ai vécu de l'intérieur, ce que j'appellerais une cabale.
c'est-à-dire un certain nombre de gens différents, des intérêts différents, qui tout d'un coup se sont coalisés réellement pour le faire tomber. Et à l'époque, je le rappelle, on vit notre époque aujourd'hui, être président de France Télévisions, c'était pas un long fleuve tranquille, puisque son prédécesseur, ou un de ses prédécesseurs, son prédécesseur, je crois, Philippe Guillaume, et j'ai une pensée pour sa famille, sa fille, sa femme, avait écrit un livre « Président à battre » parce que lui-même s'était fait, après avoir eu la présidence de France Télévisions, sortir du système par le pouvoir de l'époque. Pour Jean-Pierre Elkabbach, ça a été un peu plus complexe que ça. Le pouvoir de l'époque y a en partie contribué, mais c'est d'autres personnes, pour des intérêts divers et variés, qui véritablement se sont ligués, ou en tout cas se sont retrouvés, et ça a été une chasse à l'homme, et à l'arrivée, elle a abouti à sa démission. Et c'était donc extrêmement violent, parce qu'au fond, pour lui, c'était un peu le rêve d'une vie, et ce rêve, il a vu le bon côté, dans le dynamique formidable qu'il a mis, et puis très vite, il a été attaqué véritablement de façon très forte, au point de devoir démissionner. Oui, et finalement, les animateurs-producteurs sont restés, et c'est lui qui a dû partir. Frédéric Mitterrand, est-ce qu'il a donné trop d'argent aux animateurs-producteurs? Est-ce que c'était une erreur, une imprudence? Ou est-ce qu'il y a une forme d'injustice dans la cabale qui... Oui, une injustice, puisqu'à moi, il ne m'en a pas donné. Donc, en dehors de ça, non, je ne jugerai pas là-dessus. Il faut bien imaginer ce qu'était la culture européenne, ce qu'était la culture de la télévision, la culture de l'information, qui étaient des choses à la fois très contrôlées par le pouvoir, quel qu'il soit, et en même temps sacrées, d'une certaine manière. À partir du moment où il bouleversait les équilibres habituels, à partir du moment où il y apportait peut-être de l'imprudence, mais aussi du panache, parce qu'il ne s'est pas trompé. Il les a bien choisis, les fameux animateurs, puisqu'ils sont restés. Donc il n'avait pas tort. À partir du moment où il y a de l'imprudence et du panache, beaucoup de gens vous le reprochent, ceux qui ne font pas d'imprudence et qui n'ont pas beaucoup de panache. Le caractère de Jean-Pierre Elkabbach, sa capacité finalement à se réinventer ou à rebondir après les échecs, peut-être... Ça vient aussi du fait qu'il était exigeant d'abord avec lui-même. C'était son premier critique, notamment après une interview. Écoutez, Laurence Ferrari, qui se souvient de l'époque où elle commençait sa carrière à Europe 1, avec Jean-Pierre Elkabbach. C'est vrai que c'est lui qui a influencé toute une génération de jeunes journalistes. J'en faisais partie. Je l'ai rencontré en 1989 à Europe 1. C'était déjà un mythe. C'était déjà le grand intervieweur du matin. Et on était tous à apprendre de ce qu'il faisait. Il avait une attaque d'interview qui a servi de modèle à des générations d'intervieweurs après lui. Il était pugnace, il était punchy. Il cherchait toujours la question qui va perturber, qui va déstabiliser, qui va faire en sorte que l'invité soit un petit peu hors de ses éléments de langage. Donc il a été précurseur vraiment pour beaucoup d'entre nous. Oui, il y a une anecdote qui me revient en mémoire. J'étais jeune journaliste à Europe 1, vraiment très très jeune, et il sortait d'une interview du studio, je ne me rappelle plus, c'était un chef d'État étranger. Et il n'était pas satisfait parce qu'il n'était jamais satisfait d'aucune de ses interviews. Et il nous demandait à tous, nous les jeunes journalistes qui étions là à travailler, qu'est-ce que tu as pensé de mon interview? Est-ce que mon attaque était bonne? Est-ce que j'aurais pas dû commencer par une autre question? Et c'était ça, Jean-Pierre Elkabbach. C'était le questionnement permanent. Il écoutait ce qu'on disait, hein, il écoutait nos réponses, mais au fond, il était son propre juge et il était son pire critique. C'est lui, encore une fois, qui était exigeant, qui demandait toujours plus à lui-même. Alors, c'était un parcours extraordinaire. D'abord, effectivement, par la qualité et la quantité de travail qu'il produisait. C'était un travailleur, un bosseur infatigable. C'est-à-dire qu'une interview, il la préparait 200 fois en amont et il la refaisait dans sa tête 600 fois après. C'est surtout ça, en fait, qui est le gage de la longévité pour les journalistes. C'est travailler, travailler, travailler. Mathieu Croissant, est-ce qu'il doutait beaucoup avant une interview? Effectivement, Jean-Pierre Elkabbach, ou est-ce que vous n'avez pas forcément ressenti ça? Non, il n'était pas serein. Il n'était pas serein parce que quand on crée ce climat de tension, ça stresse un peu tout le monde, y compris celui qui le crée. Hein. Après, lui, il s'en nourrissait pendant l'interview. Mais je ne l'ai jamais vu détendu. Au contraire, jusqu'au dernier moment, en disant bon, alors, on est bien d'accord, c'est comme ça. Enfin, il était... C'est pas quelqu'un qui doutait au sens je suis pas sûr de moi. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui avait cette exigence de pouvoir se dire au dernier moment, on change. Il changeait ses invités au dernier moment. Beaucoup de politiques en ont fait les frais. Alors, c'était l'actualité qui dictait les choix de l'invité. Mais il était toujours capable, au dernier moment, de changer quelque chose.
Mais je pense que ça, c'était vraiment un de ses traits de caractère, pour ceux qui l'ont connu et qui ont travaillé avec lui, c'est qu'en apparence, il était toujours très sûr de lui, très affirmatif, il n'y avait pas de place au doute. Et en fait, on sait que c'était un peu plus compliqué quand on le connaissait un petit peu, et que derrière cette apparence, qui avait l'air d'être un peu parfois un mur, où il n'y avait pas matière à discuter, à argumenter, en réalité, il était effectivement, son exigence faisait sans doute, et ça fait sa force. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui aient une carrière de cette durée-là, s'ils sont juste dans l'arrogance, dans l'assurance. Et la première qualité pour être un bon professionnel, journaliste ou autre, c'est toujours d'avoir une part d'inquiétude et toujours de se remettre en question et de s'interroger sur ce qu'on a fait. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? Je pense qu'il en jouait aussi beaucoup. Il y avait aussi un petit côté un peu cabot parfois chez Jean-Pierre Elkabbach. Il aimait en jouer. Voilà, c'était une façon un petit peu aussi de tester les gens en leur posant des questions et en ayant l'air comme ça peu assuré. Je pense qu'il était quand même très sûr de lui. Et puis quand il arrive à Public Sénat, Perrine Tardot, c'est une star, Jean-Pierre Elkabbach. Oui, c'est une star. Mais c'est déjà une star. Mais effectivement, sûr de lui, mais avec toujours une certaine forme de sensibilité. Voilà, c'était ça sa vraie humanité en fait. C'est qu'il avait une sensibilité qui était quand même tournée vers les autres, vers une curiosité, je l'ai dit tout à l'heure, insatiable, sur tous les domaines, que ce soit la littérature, la politique française, les questions internationales. Voilà, et donc c'était ça qui faisait véritablement sa vraie humanité. Il y avait l'humour. Moi, j'ai souvent ri avec Jean-Pierre Elkabbach. Après un moment de très grande assurance, tout d'un coup, je ne sais pas, peut-être parce que j'avais un côté, peut-être qu'il amusait, mais il était drôle. Et il était sensible au fait que l'on rit à ses plaisanteries. Et ça, je dois dire que ce n'est pas un aspect que l'on souligne souvent, et pourtant, c'est la vérité. Est-ce que c'était on a beaucoup parlé de l'interview politique, assez peu de Bibliothèque Médicis, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. C'était autre chose, c'était un autre intervieweur quand il faisait cette émission? Non, c'était le même intervieweur, mais c'était un intervieweur très très affable, là en l'occurrence. Parce qu'il n'était pas en face de dinosaures de la politique et qui quand même se dévorent les uns les autres toute la journée, mais en face d'écrivains, de gens beaucoup plus fragiles, qui venaient en plus pour défendre leurs livres. Ils ne passaient d'ailleurs pas très souvent sur les autres émissions. Et donc, en face de Jean-Pierre Elkabbach, ils étaient assez démunis. Et donc, il n'allait pas leur faire du mal. Bien au contraire. En plus, il aimait la littérature, il aimait les livres. Donc, il invitait des écrivains ou des auteurs ou des écrivaines et des autrices dont il voulait défendre en quelque sorte l'œuvre. Donc il n'était pas là pour les contraindre, et au contraire pour essayer de les mettre en confiance, ce qui faisait des émissions tout à fait remarquables. Tout à fait remarquables. On avait vraiment envie, après l'avoir entendu, d'acheter le livre dont il avait parlé, de s'intéresser à l'auteur qu'il avait mis en valeur. C'est aussi pour s'inscrire dans cette continuité que vous avez voulu recréer une émission littéraire sur l'antenne? Absolument, absolument. Il y a des gens parfois qui s'interrogent en disant Public Sénat, c'est une chaîne parlementaire, une chaîne civique. D'aucuns disent une chaîne politique. Pourquoi faire de la culture? Pourquoi faire des émissions littéraires? Pour deux raisons. Et je pense que l'ancien ministre de la Culture et l'homme de culture qui est Frédéric Mitterrand ne me mentira pas. Je pense que la culture fait aussi partie de la politique dans le bon sens du terme. Et au-delà de ça, j'ai voulu respecter cette tradition d'émissions littéraires sur Public Sénat à cause ou grâce à Bibliothèque Médicis, effectivement. Et aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des chaînes publiques et privées, à ma connaissance, il n'y a plus que 2 émissions, strictement émissions littéraires, dont Au bonheur des livres sur Public Sénat. Et il faut dire juste un mot de cette Bibliothèque Médicis qui ne s'appelle pas Bibliothèque Médicis. C'est Jean-Pierre Elkabbach qui l'a rebaptisé Bibliothèque Médicis. C'est l'annexe de la Bibliothèque du Sénat, qui est un lieu absolument formidable. C'est un décor de un décor absolument de rêve. Moi, j'y tourne. Il était une loi pour Public Sénat. Absolument. Mais c'est un décor absolument majestueux. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, c'est la Bibliothèque Médicis. Ben non, pas du tout. Les gens l'appellent comme ça grâce à Jean-Pierre Elkabbach.
C'était un peu le Jean-Pierre Elkabbach visionnaire aussi, parce qu'il avait su créer une chaîne parlementaire, mais qui allait au-delà du simple parlementaire. C'est-à-dire que pour lui, c'était faire vivre la démocratie dans le sens large du terme. Ça englobait des documentaires, des débats de société, ça englobait effectivement la littérature écrite par des écrivains, par des poètes, par des hommes politiques. Et c'est vrai que... Des grandes dates de l'actu internationale aussi. Des grandes dates de l'actu internationale, exactement. Voilà, et on a fait vivre effectivement des débats à l'ONU, on avait des partenariats avec la chaîne parlementaire américaine, donc on faisait vivre aussi des débats au Congrès américain. Voilà, donc il y avait une ouverture effectivement sur le monde et sur l'ensemble de la société française qui était intéressante et qui permettait vraiment d'élargir une chaîne parlementaire proprement dite. Alors je vous redonne la parole tout de suite, Frédéric Mitterrand, mais on va écouter Jean-Pierre Elkabbach. Cette curiosité finalement, c'est un extrait de l'émission de Rebecca Fitoussi, Un monde, un regard, diffusée en décembre 2022, que vous pourrez d'ailleurs revoir ce vendredi sur la chaîne. Elle lui parle nostalgie, voilà ce qu'il répond. Je ne dis jamais c'était mieux avant. D'accord. Jamais. Parce qu'ici, dans la bibliothèque Médicis, un grand qui s'appelait Lucien Gerfagnon, spécialiste de Saint-Augustin de l'Antiquité, était venu présenter un petit livre, c'était mieux avant. Et il expliquait que de Cicéron et Sénèque disaient déjà c'était mieux avant. Donc je ne le dirai pas. Mais je peux dire toutes des grandes choses que j'ai vécues depuis la décolonisation. Il y avait l'URSS, il y avait 2 Allemagnes, il y en a une. Il n'y avait pas de téléphone. La plus forte raison portable. Dans les maisons, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de douche. Il n'y avait pas de voiture ou autant de voitures. Toute la transformation des sociétés, de ce avec quoi nous vivons. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, dans un monde certes difficile, mais avec des technologies qui changent. Tout aussi passionnant, Beaucoup plus passionnant. Beaucoup plus passionnant. Mais chaque époque a sa passion. Le seul problème, c'est d'essayer d'être curieux et de la regarder. Mais c'est ça, c'est que vous êtes passionné, vous êtes un passionné. On la regarde. Moi, je sens des choses je crois, qui se passent, qui se produisent. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est voir ce qui est au-delà de ce qu'on raconte les commentateurs. Après, vous allez parler des dirigeants, je vais le dire. Mais là, ce qui n'est pas encore arrivé à la surface, les gens qu'on ne connaît pas. Frédéric Mitterrand, vous vouliez intervenir. Alors là, comme je l'écoute, je pense immédiatement à François Mitterrand. J'ai l'impression d'entendre mon oncle, François Mitterrand, dans la manière dont il décrit le changement de monde, la manière dont il l'aborde avec curiosité, sans préjugés, et dans la manière même dont il l'expose à son interlocutrice, j'ai vraiment l'impression de retrouver le François Mitterrand qui était en face de lui et avec qui ils ont fait des émissions mémorables. Mémorables. Et c'est d'autant plus frappant en regardant cela qu'on voit bien qu'il est là, marqué par la maladie, comme était François Mitterrand lorsqu'il lui a répondu. Et ces 2 émissions, ces 4 émissions, je ne sais plus combien il y en avait, enfin, on peut les regarder pendant vraiment longtemps, même si on n'aime pas François Mitterrand. On peut parler d'interview testament de François Mitterrand. Tellement c'est absolument passionnant. Jusque dans la manière d'ailleurs dont François Mitterrand, toujours politique, esquive certaines des réponses qu'il aurait pu faire, et la manière dont Jean-Pierre Elkabbach le cerne, il revient. Mais en même temps, notamment. Pendant 1 heure, il revient à la charge. Effectivement, il tourne autour de François Mitterrand. Entre la culture et la résilience, qui sont quand même 2 aspects essentiels de la vie politique, qu'il a amené dans cette maison et qu'il a imposé contre des gens qui peut-être n'étaient pas d'accord, mais a vraiment imposé. Entre la culture et la résilience, il y avait entre lui et François Mitterrand, au-delà des conflits politiques, il y avait une réelle connivence et complicité. Alors écoutez ce que justement Jean-Pierre Elkabbach disait de sa relation, plutôt de ce qu'il a appris de François Mitterrand. On est en 9 mai 2011, donc pour les 30 ans de la victoire du président socialiste. De nouveau Jean-Pierre Elkabbach. J'ai appris, je pense, la simplicité, la résistance à la médisance, au ragot, aux rumeurs, ne pas en être impressionné ou intimidé, ne jamais aboyer avec ceux qui aboient, ne jamais poursuivre la meute. Je dirais comme lui, je ne parle pas des chiens parce qu'on est même sévère avec les chiens. Et j'ai appris le respect de l'autre en toutes circonstances.
Mathieu Croissando, il faut rappeler quand même sa relation avec François Mitterrand. Ça commence, il se fait virer de la télévision parce qu'on le jugeait trop proche de Valéry Giscard d'Estaing. Exactement, il s'aimait pas. Il s'aimait pas. Enfin, François Mitterrand, c'était pas du tout un de ses journalistes proches. Et quand la gauche arrive au pouvoir, Jean-Pierre Elkabbach, dit-il, raconte-t-il lui-même, se fait débarquer pour raisons politiques, comme s'il y avait une chasse aux sorcières dans les médias à cette époque. Et en fait, ça va amuser François Mitterrand, précisément, de se confier à Jean-Pierre Elkabbach, qui n'est pas un de ses courtisans, qui n'est pas parmi ses proches, avec qui s'instaure une relation de confiance et de fascination, j'allais dire, un peu réciproque. Il y a une grande fascination de Jean-Pierre Elkabbach pour François Mitterrand, mais il y a aussi, de l'autre côté, une fascination pour cet animal médiatique qui a résisté, qui a connu tous les présidents, et du coup, il y a et qui a une immense culture politique, parce que François Mitterrand a respecté aussi les intervieweurs qui savaient de quoi ils parlaient et qui pouvaient s'inscrire dans le temps long. Et donc, c'est une forme de revanche. En fait, non, ils se sont trouvés sur le tard, j'ai envie de dire, et ils ont, c'est vrai, partagé ce que décrivait Frédéric. C'est à l'adversaire que vous confiez le feu qui vous anime. C'est-à-dire que parler à Jean-Pierre Elkabbach, c'était pas parler à n'importe quel autre journaliste. C'est évidemment à celui-là qui était à sa mesure qu'il pouvait en quelque sorte délivrer son testament. Donc ça veut dire que c'est François Mitterrand qui va le rechercher en quelque sorte? Je ne sais pas les détails. Jean-Pierre le dit dans son livre. Son livre de mémoire qui est sorti l'année dernière, il parle très bien de cette période. Il montre qu'en fait, le fil avec François Mitterrand ne s'est jamais rompu entre lui et François Mitterrand après 81, et que même Mitterrand s'amuse en disant « mais vous savez, c'est pas moi », et qu'en vérité, si on reprend l'exemple de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabbach de mémoire est nommé comme président de France Télévisions, c'est une nomination très politique à l'époque, en 93, et en 93, c'est l'objet d'un accord entre François Mitterrand, président, et Édouard Balladur, Premier ministre. Donc, ce que l'on voit comme pour le grand public, tout d'un coup, tiens, ils sont réconciliés autour de cet entretien, en réalité, c'est un fil qui s'est noué entre eux durant toutes ces années-là et qui était important. Encore une fois, dans les mémoires de Jean-Pierre Elkabbach, il en parle beaucoup. Il y attire beaucoup d'intentions, il en dit beaucoup de choses. Ouais. Alors, ça ouvre un dernier thème, il nous reste quelques minutes, et je voudrais qu'on termine là-dessus, sur les questions de connivence, de proximité, comment un journaliste politique réussit à trouver la bonne distance finalement avec les personnages qu'il côtoie. Écoutez, tiens, Gérard Larcher, qui raconte ses petits déjeuners avec Jean-Pierre Elkabbach qui précèdent l'interview. Le petit déjeuner qui précédait l'interview était un moment étonnant. En général, il était en chemise, et comme il avait toujours froid, il avait une espèce de doudoune par-dessus, sans manches. Nous partagions un café, un croissant, nous discutions, et il essayait de nous sonder au-delà de ce que nous avions envie soit de dire, soit ce qui était dans notre tête. Quelque part, il était un explorateur de nos pensées. Un explorateur de nos pensées. La critique sur la connivence, Frédéric Mitterrand. Michel Cotta l'a très bien dit tout à l'heure au début de l'émission. Il voulait absolument sortir le maximum de chacun de ses interlocuteurs. Puis vous savez, vous ne pouvez pas être dompteur si vous n'avez pas les lions. Hein. Donc il faut quand même, à un certain moment, avoir une proximité. Cette proximité ne veut pas dire une amitié, ça ne veut pas dire une complicité, mais ça veut dire une proximité nécessaire. Perrine Tarnaud, ça ne veut pas forcément dire une connivence. Oui. Voilà, il aimait effectivement profondément les politiques, il était intéressé par l'action politique, par l'action publique, et il avait surtout envie de faire des coups journalistiques. Oui. C'était ça qui l'animait. Oui. Mathieu l'a dit tout à l'heure, voilà, quand on sortait d'une émission, c'était est-ce que l'urgent de l'AFP est tombé, est-ce que la dépêche AFP, qui à l'époque était le Graal, hein, les réseaux sociaux n'existaient pas, voilà, il fallait avoir sa dépêche AFP à la sortie de, et d'une certaine façon donner le là de la journée politique. Et donc pour lui, créer l'événement. Créer l'événement, voilà, tout ça était un jeu. Il rencontrait plusieurs fois les politiques avant une interview pour savoir exactement quand allait sortir une information, et voilà, et il les programmait ce jour-là pour sortir. Oui, mais cette question, et je vais vous poser la même, Mathieu, de bonne distance avec les politiques, vous la vivez vous aussi. C'est-à-dire que pour avoir des infos, il faut être en confiance, et en même temps, il faut pas trop de connivence. Il avait quelque chose de différent, c'est sa longévité. Oui. D'une certaine façon, la longévité, ça vous protège de la connivence, parce que vous ne devez pas votre poste à quelqu'un qui peut vous en défaire 2 ans plus tard. Jean-Pierre Elkabbach, c'était un monument. Alors oui,
Bon, je le disais tout à l'heure, il avait ses chouchous. Oui, il avait les gens qu'il avait dans le nez. Mais moi, j'invite, puisqu'on parlait des vieilles émissions, ou des émissions plus anciennes, à regarder Carte sur table. Parce que ça permet de parler aussi d'Alain Duhamel, parce qu'il formait sans doute un des meilleurs duos qu'on ait vu d'intervieweurs politiques. Extraordinaire, c'était Laurel et Hardy en quelque sorte. Laurel et Hardy. Non, mais là, la comparaison est nulle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un partenariat. Alors, était-il rodé? Était-il plus ou moins involontaire? Je ne pense pas. Ils s'étaient trouvés l'un et l'autre aussi. Ils sont restés d'ailleurs complices toute leur vie. Et le hasard fait que je voyais ce matin Alain Duhamel, très peiné évidemment, et j'ai échangé avec lui. Et ce qui m'a frappé dans le livre de Jean-Pierre Elkabbach de mémoire, c'est qu'il parle énormément du Jean-Pierre Elkabbach, intervieweur d'hommes politiques, et finalement très peu de la partie dirigeante. Et je me suis interrogé pourquoi. J'ai posé la question à Jean-Pierre, qui m'a fait une réponse qui n'était pas une réponse qui permettait de comprendre. Et en fait, en discutant avec Alain Duhamel, je pense que la vraie réponse, c'est qu'il a, au fond, plutôt voulu que reste de lui l'image du grand intervieweur politique, plutôt que celle du dirigeant de médias, où il en avait rêvé, où il avait fait des choses formidables, mais où finalement il avait été sans doute beaucoup plus moins heureux, disons. Mais il y avait peut-être quoi apprendre. Voilà. Et finalement peut-être blessé par les épreuves qu'il avait dû traverser. Merci à tous. Et donc je rappelle qu'on va pouvoir retrouver Jean-Pierre Elkabbach dans l'émission Un monde, un regard que Rebecca Fetoussi lui avait consacré à voir ce vendredi 6 octobre à 17h30. Je peux pas quand même... C'était un exercice très particulier cette émission. J'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière politique, mais jamais une émission avec mon patron et ma directrice de l'information. Donc voilà, j'ai aussi coché cette case. Merci à tous d'y avoir participé.